Nous y revoilà. De quoi tu parles? De ma série de mon bel hôtel Has-Been, ne veux-tu pas faire ton analyse du mal sur moi une fois pour toutes? Oh non, pas encore ça. Mais enfin, pourquoi donc? Cela fait des mois que tu tournes autour du pot. Pense à tous les gens qui n'attendent que cela. Oui, mais je te l'ai dit, Has-Been Hotel est encore dans sa phase où les théories sont beaucoup plus intéressantes que le concret et les analyses. Que veux-tu dire par là? Eh bien, une œuvre, ça vieillit d'une certaine façon, en bien ou en mal, mais le fait étant que Has-Been Hotel, elle a l'habitude de poser beaucoup de questions, mais de pas apporter les réponses. Serais-tu en train de dire qu'Has-Been Hotel ne mérite pas qu'on en parle plus qu'au conditionnel pour l'instant? Hein? Oh non, 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 absolument pas. Alors pourquoi ne fais-tu pas cette analyse une fois pour toutes? À cause de la façon dont j'ai construit ma chaîne, c'est-à-dire de longues vidéos qui parlent de concret, d'analyse, de faits et de recherche. Donc tu n'as rien de concret à dire. Alors oui et non. Oh mais mon Dieu, tu veux pas te dessiner à la fin pour que le démon de la radio te trouve indécis et inutilement mystérieux? Tu dois avoir un problème. Il y a beaucoup à dire, mais réparti sur une quantité incroyable de sujets, beaucoup de concret, qui sera possiblement exploitable dans une de mes vidéos dans le futur. Donc tu l'as, le concret ou pas? Oui, mais pour une vidéo qui risque de durer entre 40 et 55 minutes, c'est honnêtement vraiment pas l'idéal. Donne-moi un exemple. Bah, il y a les chaînes de cover, sinon c'est des chaînes au contenu court ou mi-long comme Octolady. Octolady qui suit ma chaîne YouTube en passant. C'est toujours super nice de voir que j'ai de la gratification de mes compères. Mais enfin, qui parles-tu? Écoute, t'es pas le seul à pouvoir briser le 4e mur. Ça, c'est ce que tu crois, petit. Pourquoi la vidéo elle a pas commencé là? D'habitude, quand je fais une blague cringe en brisant le 4e mur, c'est là qu'elle commence la vidéo. Mais enfin, gamin, laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Quelque chose sur la sentience et sur le transmédia canon. De quoi tu parles? Si un personnage de roman écrivait un roman, toutes les personnes présentes dans ce roman pourraient lire son produit, mais ne pourraient pas lire ta réalité. Bah oui, c'est logique, le canon d'une œuvre se divise en plusieurs niveaux et selon le niveau sur lequel tu te trouves, tu peux agir sur tout ce qu'il y a en bas, mais sur rien de ce qu'il y a en haut. Exactement, petit. Mais de par cette logique, ton univers, il contient celui d'Has-Been Hotel. Ton niveau de conscience y est donc supérieur? Bah oui, c'est logique. Je veux dire, moi, je sais que je suis réel versus les personnages d'Has-Been Hotel qui sont pas réels, mais qui pensent être réels. Et en prenant cette même logique, si tu étais toi-même dans une œuvre de fiction, ne trouverais-tu pas logique d'au moins te demander si quelqu'un t'observe depuis plus haut? Alors, oui, j'imagine. Pourquoi c'est important? Je veux dire qu'en t'adressant à moi dans ta petite vidéo misérable, tu m'as fait gagner un niveau de sentience. Tu m'as fait évoluer. Et maintenant, Cette vidéo est à moi. Il est aujourd'hui impossible de renier l'impact culturel que certaines œuvres de fiction ont eu. Et veut pas, ça passe par les théories. Flashback en 2011, le jeune Matthew Patrick sort sa première vidéo sur sa chaîne YouTube Game Theory, une chaîne entièrement dédiée à des théories de fans sur le monde du gaming. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, le format de la fan théorie a évolué et prend des formes aussi variées que diverses. Mais le fait étant que MattPat, même si c'est très innovateur ce qu'il fait, le fait étant qu'il n'a absolument rien inventé. Parce que moi, je me rappelle, j'avais 8 ans, je suivais Digata et Spider Rider, et dans la cour de récré, on échangeait des théories de fans avec mes amis. Oui, vous aviez totalement oublié Spider Rider. Donc, sans dire qu'il l'a inventé, MattPat a vraiment démocratisé le format de la théorie. Il a normalisé le fait de se poser des questions sur ce qui s'en vient dans de futurs épisodes ou de futurs films de nos œuvres de fiction préférées. Et ça prend beaucoup de formes. Un exemple, c'est les livres A Song of Ice and Fire ou la série qui en découle Game of Thrones. On spéculait déjà bien avant les révélations sur l'origine de Jon qui étaient ses vrais parents. Au point où c'est presque impossible d'y échapper. Aujourd'hui, si tu fais partie d'un fandom, c'est sûr que tu vas croiser des théories. Et ça, c'est Internet qui aide grandement à ces échanges. T'imagines de quoi ça aurait l'air l'Empire contre-attaque qui sort en 2024? Et si l'Empire contre-attaque sortait en 2024? Oh, j'ai tellement hâte de voir le nouveau Star Wars. Ouais, moi aussi, j'ai trop hâte de voir la confrontation avec Darth Vader. J'ai même vu une théorie en ligne qui dit que Darth Vader serait le père biologique de Luke Skywalker. Ça part du fait que Darth Vader, ça veut dire le père obscur. Ouais, sinon, moi, j'ai vu un leak de la part de Mark Hamill en personne qui dit que ça va être révélé qu'en fait, c'est Obi-Wan qui a tué le père de Luke. Oh, mais ça veut dire que nos deux idées se contredisent. Oui, et donc un seul de nous deux peut avoir raison. Oui, on est en désaccord sur un point scénaristique d'une œuvre de fiction qu'on adore tous les deux. Oui,
Ça veut dire que je dois faire mon devoir de Jedi et te tuer. Pas si c'est moi qui te tue avant, mon petit chou. Seul un Sith est aussi absolu. Tu sous-estimes mes pouvoirs? C'est fini, je suis debout sur ma chaise d'ordinateur, j'ai le high ground. J'adore Star Wars. Bon, ok, Star Wars, c'est peut-être pas le meilleur exemple qui existe. Mais les théories, ça reste hyper paradoxal. Pourquoi? Parce que la plupart des œuvres se doivent de trouver la balance entre un foreshadowing et un indice. Et ce qui devient très embêtant, c'est le fait que tous les fandoms ont des théories, mais la communauté, elle fuit le spoil comme la peste. Genre, on veut entendre qu'on a raison sur ce qui arrive dans le prochain épisode, mais on veut pas que ce soit confirmé à 100% parce que ça nous gâche la surprise. Tu parles d'un concept ingrat. Et ça, c'est pour le foreshadowing, parce que les indices, c'est très différent. Là où le foreshadowing prépare le terrain et est explicite, comme Zuko qui parle de sa sœur comme l'enfant chouchou surpuissant, avant qu'elle ne devienne l'antagoniste, l'indice, lui, invite le spectateur, il l'invite à participer au développement de l'œuvre et lui lance presque un défi pour comprendre ce qui se passe avant que le scénario ne donne les réponses. Et c'est là que brille Hazbin Hotel. Cela fait une éternité que tu ne nous as pas honorés de ta présence. Tu sais, j'ai entendu de folles rumeurs à ton sujet. Certains disent que tu aurais désormais l'âme charitable. Visipop met clairement sur la table le fait qu'il y a de grosses révélations qui s'en viennent avec un gros mystère tout autour, mais que nous avons toutes les cartes en main pour deviner au moins de quoi il s'agit. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche, ainsi qu'à laisser un like et un commentaire pour le référencement nous disant de quel autre sujet on devrait parler, sans oublier de nous suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Et je me dois de vous dire, j'ai tourné cette vidéo au complet hier soir, les fichiers ont été corrompus à 1h30 du matin, j'ai dormi environ 5 heures, et il est présentement même pas 9 heures quand je retourne. Abonne-toi, mets la cloche. Sur ce, salutationalisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous offre 4 théories sur le personnage de Alastor. Bla bla bla. Non, mais qu'est-ce qu'il parle celui-là? Bon, bref, nous savons tous pourquoi vous êtes là, parce que la vie est chiante. Et comme à chaque fois que la vie vous fait chier, je vous invite à entrer avec moi dans mon univers plein de chaos et de pouvoir. Mais au fait, vous ai-je déjà parlé d'où me vient cette puissance? Le vrai pouvoir d'Alastor. Alastor, le démon de la radio, est sans contredit mon personnage préféré et le personnage le plus mystérieux d'Hazbin Hotel. Et je dis pas ça juste en termes de scénario, en termes de caractérisation, sa seule existence vient soulever des questions. Premièrement, parlons du système de pouvoir dans Hazbin Hotel et de comment les pouvoirs d'Alastor ne sont pas cohérents à son personnage. Les pêcheurs, c'est-à-dire les personnages qui ne sont pas nés en enfer mais étaient humains et ici sont retrouvés après la mort, comme Osk, comme Angel et comme Alastor justement, ils ont tous des pouvoirs qui sont reliés à leur forme physique. Angel, c'est un démon araignée qui a le pouvoir de faire apparaître des bras sur son corps, versus Osk, qui lui-même ayant été un gros game bleu et menait une vie de bar, il est devenu un barman et un card dealer. Deux personnages dont les pouvoirs sont assez clairs d'où ils viennent. Entre ensuite Alastor. Alastor, c'est le démon de la radio. Il animait une émission de radio avant sa mort et il a donc des pouvoirs de démon de la radio. Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ça serait déjà chose faite. Par exemple, il est capable de diffuser des ondes radio, voire d'en générer, et semble être capable de taper dans une force extradimensionnelle faite, vous l'aurez deviné, d'ondes radio. Dimension dans laquelle la série nous indique qu'il semble être basiquement tout puissant. Personne ne savait ce qu'ils étaient devenus, jusqu'à ce que de drôles d'émissions radio commencent à être diffusées. À chaque disparition d'un seigneur, on pouvait entendre sur les ondes une nouvelle voix qui hurlait à la mort. Et c'est là qu'Alastor révéla son identité de démon de la radio. D'accord, jusque-là ça va, mais Alastor, il a aussi la capacité de créer des bugs à l'écran. Et voici Alastor, le petit égocentrique qui ne cesse de... À ta place, je m'abstiendrai, très cher. Ce visage est fait pour la radio. Alors, j'ai pas fait physique, mais apparemment, les ondes radio, c'est des ondes électromagnétiques. Ce sont des ondes qui peuvent venir endommager les senseurs de votre caméra, voire votre téléviseur. Donc, jusque-là, ça va, c'est encore relié au monde de la radio. On peut imaginer qu'Alastor, il manipule, voire génère ces ondes radio, ce qui expliquerait pourquoi, quand il est à l'écran, tout devient blurry et dégueulasse. Ce serait ça, peut-être, le vrai pouvoir d'Alastor, c'est de manipuler les ondes radio et, par extension, l'électromagnétisme. Donc, on peut dire que ce sont ça, ses véritables pouvoirs. D'accord, parfait. Pour le reste,
qu'est-ce qu'on a? Parce que si on fait la compilation des autres pouvoirs d'Alastor qui ne semblent pas vraiment reliés au domaine de la radio qu'on trouve sur le wiki, on a la manipulation des ombres. Ça se voit dans toutes les scènes où son ombre agit presque indépendamment de lui. La courbure de l'espace, j'imagine que ça a un rapport avec toutes les fois où il se téléporte. Il est capable de conjurer un plateau télé au complet et de réaliser une pub professionnelle en moins de 24 heures, même après avoir admis que ce n'est ni sa force ni son domaine d'expertise. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est toutes les instances où le personnage fait usage de ce que le wiki va définir comme de la magie Eldritch. La magie Eldritch, c'est quelque chose qui est présent à travers de multiples univers de fiction et c'est impossible à définir du simple fait que c'est une magie qui semble être contre nature et ne peut être expliquée. Une magie qui est étrange contre nature pour les standards de la magie. Je te laisse imaginer le bonhomme comme une forme pervertie des magies divines, bénites et célestes. Et surtout, c'est quelque chose qu'on relie aux abominations Eldritch. Une catégorie extra-universelle de monstres qui se définissent par leur opposition aux lois naturelles de l'univers. Des créatures qui, selon toute logique, même en appliquant les lois de la magie, ne devraient pas exister. Et oui, pour les connaisseurs, la plus reconnaissable de ces horreurs dans la culture populaire, c'est Cthulhu, personnage sorti de l'imaginaire de Howard Philip Lovecraft. Et selon cette théorie, on retrouverait Alastor dans cette catégorie. Oui, parce que vous voyez, si tous les Sinner ont des pouvoirs, je pense que Alastor a pu voler ceux qui ne correspondent pas avec son identité. On pourrait croire que les pouvoirs de base d'Alastor, c'est tout ce qui a trait au monde de la radio, mais si c'était le contraire, et si son véritable pouvoir était la magie Eldritch, et que ses pouvoirs de radio n'étaient qu'une extension et une manifestation de comment lui choisit de montrer ce pouvoir. On sait très bien que, de son vivant, Alastor, c'était un tueur en série et un hôte de radio, le tout pendant qu'il vivait à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Un endroit où on le sait, culturellement parlant, on retrouvait beaucoup de vaudou et de houdou. C'est même de là que vient le docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Ce serait donc possible qu'Alastor ait été un de ses pratiquants et pendant qu'il faisait un rite vaudou ou houdou, il aurait tapé dans une extra-dimension et serait tombé sur une de ces entités Eldritch qui lui aurait donné ses pouvoirs. Le multivers des mythes de Cthulhu est une partie essentielle de sa narrative, de base appelée multivers Lovecraftien. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom du Cthulhu Mythos Multiverse. Des univers parallèles où on parle même de 6e dimension, c'est-à-dire une dimension qui englobe tous les univers pouvant exister sous les mêmes lois de la physique. Et si justement une de ces dimensions parallèles, c'était celle dans laquelle Alastor tape pour obtenir ses pouvoirs. Écoutez comment Vaggie le décrit dans l'épisode pilote. Beaucoup s'interrogent sur la force qui lui permet de rivaliser avec les démons les plus redoutables de notre monde. On ne fait que spéculer l'horreur d'où viennent ces pouvoirs qui lui ont permis de réduire les seigneurs suprêmes de l'enfer à néant. Et rappelez-vous que là, on est en enfer. La magie angélique et la magie démoniaque, c'est quelque chose de très courant. Alors, quelle sorte de magie doit être assez obscure et inconnue pour ne pas qu'on puisse la reconnaître? Probablement de la magie Eldritch. Une magie assez explicite avec sa propre iconographie comme ces symboles qu'on voit dans le pilote pendant le flashback et qui sont aussi présents sur le bouclier de Alastor érigé à la fin de la saison. Magie qui se manifeste avec des couleurs vertes et des tentacules, deux éléments primordiaux à l'iconographie des horreurs Eldritch. Pourquoi? Parce que ça évoque sûrement les fonds marins. Et les fonds marins, c'est sombre, inconnu et terrifiant, comme la magie Eldritch et comme Alastor. Une magie que Alastor va utiliser pour manifester ses pouvoirs à lui de démon de la radio, un art duquel il est amoureux depuis qu'il était un hôte de radio dans les années 20. Ce pouvoir Eldritch pourrait même être en partie une explication par rapport aux motivations d'Alastor. Si vous ne le saviez pas, ce qui caractérise Cthulhu, probablement la plus grande entité du monde des Eldritch, c'est le fait qu'il est celui qui tire les ficelles sur tout ce qu'il y a de mauvais dans notre univers. Laissez-moi vous lire les premières lignes de L'Appel de Cthulhu, publié en 1928 par Howard Philip Lovecraft. Ce qu'il y a de plus pitoyable au monde, c'est, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnement de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. C'est l'idée générale de Cthulhu. Tout est relié dans cet océan d'incertitude qu'est notre esprit. Beaucoup d'adeptes pensant que Cthulhu n'est en fait qu'une manifestation de la schizophrénie potentielle et jamais diagnostiquée de Lovecraft. C'est ça l'idée générale de l'Eldritch, c'est que tout ce qu'il y a de mal dans l'existence est relié par des fils invisibles. Et Cthulhu, ce monstre, cette monstruosité / cette maladie, elle tire les ficelles. Elle est cachée aux yeux de tous, mais pourtant juste devant nous.
exactement comme Alastor. Dans le sens où on le sait, Alastor, il a un véritable plan et de véritables objectifs, mais il se cache derrière son sourire et son émission de radio. Sans parler du fait que, dans sa dernière chanson, il dit textuellement en VO que c'est lui qui va tirer les ficelles une fois son but accompli. Tout comme une horreur Eldritch tire les ficelles sur le mal qui peuple notre esprit et ce monde. Pour l'explication de ces autres pouvoirs qui ne viennent pas forcément de la magie Eldritch, j'ai une théorie. Dans la chanson State Gone, on entend les répliques suivantes. Voici la cerise sur le gâteau, il m'a demandé de rejoindre son équipe, j'ai dit non et ça l'a énervé. Pourquoi est-ce que c'est important? À cause du message de la chanson. La chanson State Gone, elle est censée exposer le fait que Vox déteste Alastor et que Alastor considère que la radio est un art beaucoup plus noble que la télévision. Mais Alastor, il est tout de même capable de manipuler un plateau télé et, comme mentionné, de faire une bonne pub très rapidement. Et on sait que lui et Vox se sont bien associés à un moment. Et si justement c'était comme ça qu'Alastor avait énervé Vox, s'il s'était bel et bien associé, qu'avec ses pouvoirs Alastor avait réussi à copier ses pouvoirs de démon de la télé, qu'il était ensuite parti le laissant dans sa misère se démerder tout seul, et que c'est pour ça que Vox était réellement énervé. Ce mécanisme expliquerait aussi pourquoi le démon de la radio, un média qui ne demande absolument aucune mise en scène visuelle et qu'on ne soit pas forcément propre sur nous-mêmes, est aussi propre sur lui. Sans parler de ses capacités d'hôtellerie, c'est parce qu'il a fait la même chose avec Husk. On irait même jusqu'à dire c'est peut-être pour ça qu'Alastor passe son temps à répéter que la radio est le média supérieur, alors que dans notre vraie histoire à nous, la télévision l'a dépassé dans les années 50. Parce qu'avec sa magie Eldritch, Alastor a finalement réussi à prendre sa revanche au nom de la radio sur la télévision qui a remplacé son domaine. Mais ça fait beaucoup de pouvoir, et beaucoup de pouvoir, ça se contrôle pas forcément très bien. En fiction, un sorcier a souvent besoin d'objets lui permettant de canaliser son pouvoir brut en quelque chose de beaucoup plus précis, comme l'orbe et le bâton de Saruman ou la baguette de Harry Potter. Même dans Donjons et Dragons, c'est pour ça que les sorciers ont besoin d'une baguette, d'un sceptre ou autre pour les aider à contrôler leurs pouvoirs. Entre ensuite à Alastor, regardez-le utiliser ses pouvoirs, comment son bâton suit ses mouvements, comment il l'utilise pour dicter sa magie, et surtout comment la mise en scène autour de ce bâton nous fait penser que c'est bien de là que vient son pouvoir. La preuve étant, quand Adam détruit le bâton d'Alastor, il brise aussi le filtre de radio sur sa voix. La radio s'est dépassée! C'est mort! Qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez ce que Alastor réussit encore à faire? Il utilise la magie Eldritch pour se téléporter. Comme s'il avait toujours accès à ses pouvoirs, mais que, sans son bâton, il ne les contrôle plus aussi bien. Considérant la perte de cet objet, il y a fort à parier que Alastor dans la saison 2 sera beaucoup moins puissant qu'il ne l'est maintenant. Mais malheureusement, c'est pas sa seule faiblesse. Salutationalisation, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez interagir avec moi, Instagram est le seul réseau social que j'utilise vraiment. J'y poste non seulement régulièrement mes dessins numériques, mais aussi des teasings pour les futures vidéos. Et si jusque-là vous aimez ce que vous voyez, ce dont je ne doute absolument pas, je vous redirige donc soit dans ma bio, soit dans la description de la vidéo vers ma galerie Artpal. De là, vous pourrez commander une de mes œuvres pour embellir votre chez vous. Choisissez simplement votre œuvre favorite parmi la très vaste sélection disponible. Choisissez ensuite votre support, du cadre à la toile, passant maintenant même par l'impression sur métal, et supportez mon travail tout en ayant droit à une œuvre que vous appréciez particulièrement directement sur le mur de votre chambre ou de votre salon. C'est grâce à vous, le public, si je peux continuer de faire ce que j'ai envie de faire par passion, et je suis hyper content de pouvoir finalement vous offrir quelque chose en retour. Visitez donc la description de la vidéo pour y retrouver les liens vers Instagram et Artpal. Sur ce, revenons à nos moutons. Qui possède l'âme d'Alastor? La théorie la plus célèbre, celle dont tout le monde parlait sur Hazbin Hotel, qui a passé une entente avec Alastor et lui a offert quelque chose d'assez intéressant pour qu'il vende son âme. Petit rappel, Hazbin Hotel évolue dans un univers où il est possible de vendre son âme à un démon, devenant sa propriété et basiquement son esclave. C'est ce qui est arrivé par exemple avec Angel et Valentino. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Tu m'appartiens. Tu n'as pas oublié ce détail. On sait aussi que ces contrats sont échangeables, voire même brisables. Preuve étant, Husk a déjà possédé beaucoup d'âmes, mais les a perdus au poker contre Alastor. Et Alastor lui-même, on sait quelqu'un possède son âme. On ne sait pas qui, mais on sait qu'il tente de briser cette entente. Et, on peut pas dire que ça marche fort. Cependant, on ne sait pas non plus qui possède son âme, et c'est là que des théories apparaissent. Premièrement, il est évident que peu importe qui possède l'âme d'Alastor, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu ou qu'on connaît au moins de nom. Pourquoi? À cause des dialogues et de toute la mise en scène sur le mystère de qui possède réellement l'âme du démon de la radio. T'as été longtemps absent.
Et personne sait pourquoi. Personne n'a besoin de savoir. Ne va donc pas te faire de poils blancs. Imaginez, on vient de révéler après 3 saisons que le tortionnaire d'Alastor, c'est juste un démon qu'on connaissait pas, mais qui devient tout d'un coup un des antagonistes principaux. Moi, j'appelle ça une grosse déception et une faiblesse d'écriture. Et je crois que Visipop et le reste du staff de writing d'Azbin Hotel ont vraiment fait leur preuve et qu'ils sont au-dessus de faire une erreur de débutant aussi monumentale. Bon, alors, deuxième point, le personnage qui possède l'âme d'Alastor ne peut pas avoir eu de grosses interactions avec, encore moins où un des deux parties est antagonisé. Pour la seule raison que s'il y avait conflit, il pourrait juste ordonner à Alastor de fermer sa gueule. Avec cette logique, on vient d'éliminer plus de la moitié du cast. Par exemple, Husk et Nifty, c'est mort. On sait que Alastor possède leurs hommes à eux. Angel, Vaggie et Charlie traitent Alastor comme un égal. En plus, on les voit les rencontrer pour la première fois. Ce dernier point aussi valable pour Serpentius et Lucifer, sans parler d'Adam. Justement, parlant d'Adam, je ne pense pas qu'un ange possède l'âme d'Alastor du simple fait que, il en a pas besoin. Et que pour vendre son âme, il faut que la personne ait quelque chose à offrir à Alastor, mais aussi quelque chose à gagner de lui. Les anges, ils vivent au paradis. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ça n'a absolument aucun sens de chercher son espèce de domestique démon esclave. Ça vous est jamais arrivé d'aller boire un verre après une dure journée de boulot? Mais on bosse pas dur, ici on est au paradis, ma grosse... Sans parler du fait qu'Alastor, il a beau être très puissant, les anges ont l'air encore plus pétés que lui. Alastor, il a vraiment rien à leur offrir. C'est pas du tout un problème, on l'a même déjà réglé, tiens, lutte. Combien de démons t'as refroidi cette année? Je dois en être à un bon 275, monsieur. 275? Waouh, balèze! Et aussi, je crois qu'on peut éliminer absolument tous les seigneurs suprêmes d'enfer pour la simple et bonne raison que personne ne savait où il était pendant 7 ans. Alastor, c'est un des plus grands seigneurs de l'enfer, si c'est pas le plus puissant, il est définitivement dans le top tiers. Son absence s'est fait énormément remarquer. Si quelqu'un dans cette salle possédait son âme, il lui aurait demandé de revenir ou au moins il aurait su où est-ce qu'il était. En fait, quand on épluche les possibilités et qu'on regarde la situation dans son ensemble, on se rend compte que pour posséder l'âme d'Alastor, il y a vraiment que 2 possibilités des personnages que l'on connaît. Et une des 2 est vachement plus grande que l'autre. La première et la plus évidente, c'est Lilith. Et ça, je sais qu'on en a déjà parlé. Lilith dans la Bible est un personnage, je l'ai déjà dit, incroyablement anecdotique. On sait même pas si c'est un vrai personnage ou si c'est plus une sorte d'espèce de démon. Ce qui fait que dans la culture populaire et dans les réadaptations des mythes, elle est un petit peu partout et nulle part à la fois. C'est-à-dire que c'est à la fois un démon, la première femme d'Adam, le premier démon, etc. Et dans Azbin Hotel, c'est un petit peu par là que s'en va Lilith. C'est un personnage extrêmement mystérieux avec des centaines de théories autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait être tout et n'importe quoi, y compris la détentrice de l'âme d'Alastor. Tout cet engouement alors qu'on ne la voit que 5 secondes dans la saison et qu'elle n'a pas une seule ligne de dialogue. Pour ce qui a trait à l'âme d'Alastor, premier argument, on sait que Lilith est connue pour passer des ententes. C'est même ça qu'elle a fait avec Adam pour pouvoir se prélasser au paradis. Deuxième argument, quand on arrive dans Azbin Hotel, Alastor et Lilith ont tous les deux été absents de l'enfer depuis 7 ans. Et Alastor n'apparaît sur la porte de Charlie que à la seconde où est-ce qu'elle essaye d'appeler sa mère. Je sais que je n'arrête pas de t'appeler et tu dois être vraiment occupé. Je ne sais pas si je vais y arriver. On peut imaginer que ça s'est passé à peu près comme ça. Ah, alors madame, on semblerait avoir un tout petit mais gigantesque problème. Votre fille continue d'appeler et elle dit que c'est une question de vie ou de mort. Elle me fait chier, celle-là. Je fais comme d'habitude, descends en enfer et va voir ce qu'elle veut. Parfait, parfait. Et laissez-moi vous dire, madame, avec votre barbe fraîchement taillée, votre voix masculine et votre pomme d'Adam, vous êtes aussi ravissante que jamais. Merci, merci. Je mets beaucoup d'efforts là-dessus. La théorie étant donc que, dû à son entente avec Adam, Lilith ne pouvait pas descendre voir sa fille et qu'elle a envoyé son larbin démoniaque. Troisième argument, à la fin de la série, Charlie passe une entente avec Alastor et, scénaristiquement parlant, beaucoup pensent que c'est un indice par rapport au fait qu'Alastor aurait un deal avec Lilith, comme s'il allait utiliser Charlie comme une monnaie d'échange pour libérer son âme. Quatrième argument, et ça c'est quelque chose que j'avais manqué au premier visionnement d'Azbin Hotel, c'est que le fait qu'Alastor, quelqu'un possède son âme, ça semble quand même être un gros secret. En fait, il y a presque juste Husk qui y fait référence. Et quand il le fait, Alastor il s'énerve. Sacrée grande gueule pour quelqu'un qu'on traîne aussi en laisse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si tu oses encore répéter cela, je réduirai ton âme à néant. Et
je diffuserai tes hurlements pour le moindre petit misérable insolent! Pourquoi? Parce que, quand il pense, aucun des autres seigneurs de l'enfer ne semble être possédé par qui que ce soit. Si ça se savait qu'Alastor est à la botte de quelqu'un de plus haut, il perdrait la face et toute sa crédibilité. Ce qui serait mortel pour un personnage dont la plus grande arme est la propagande et la manipulation. Mais comme mentionné, Alastor, il est extrêmement puissant. Qui pourrait lui offrir quelque chose qu'il ne peut atteindre autrement qu'en vendant son âme? Probablement la reine de l'enfer. Argument suivant, quand Lilith et Lucifer sont bannis du paradis, des yeux apparaissent, des yeux qui se font voir un peu partout dans Hazbin Hotel, même présents quand Charlie appelle Lilith. Et dites-moi où est-ce qu'ailleurs on retrouve ces yeux? Exactement sur le sceptre d'Alastor. C'est ce qu'on appelle une icône, une façon visuelle de venir signer le passage d'un concept ou d'un personnage. Et ses yeux, ben moi je pense que c'est l'icône de Lilith, ou au moins l'icône du paradis puisque les anges aussi sont pleins d'yeux. Ça indique que potentiellement peu importe qui possède l'âme d'Alastor, il ou elle se trouve au paradis. Et comme on a déjà établi que les anges n'ont absolument rien à gagner du démon de la radio, je pense que Lilith est une fière candidate. Mais pour Lilith, ben on a aussi la pomme comme symbole. La pomme qui est donnée par Lilith et Lucifer à Ève avant de la corrompre avec le libre arbitre. Pomme qu'on voit aussi souvent que les yeux dans le background et qui est au premier plan dans la scène juste avant l'arrivée d'Alastor, avec un crâne de ce qui ressemble à un cerf, l'iconographie adaptée par le démon de la radio, et Lilith écrit en gros dessus. La théorie étant que Alastor aurait obtenu ses pouvoirs de la part de Lilith et que Lilith l'aurait ensuite emmené loin de l'enfer. Et c'est la théorie la plus probable et paradoxalement, elle a quand même un gros trou, c'est le fait que pour autant qu'on le sache, Lilith c'est une parent indigne. Comme je l'ai dit, on n'a absolument aucune idée de pourquoi Lilith est au paradis, de pourquoi elle s'est exilée et surtout de pourquoi elle ignore sa fille. Mais le fait étant que de la façon que le scénario est en train de se construire, il semblerait qu'elle va être antagoniste à Charlie dans les futures saisons. Alors pourquoi est-ce qu'une antagoniste enverrait Alastor pour l'aider? On pourrait patcher ça avec deux explications. Premièrement, j'ai déjà dit qu'Alastor, il est possible qu'il soit sur le chemin de la rédemption et qu'un conflit arrive entre suivre Lilith qui possède son âme et suivre Charlie pour qu'il commence à avoir une vraie affection et amitié. Ce qui crée un petit problème ici, c'est que le deal entre Alastor et Charlie devrait peut-être passer au second plan. Deuxième idée, le fait que Lilith ne veut peut-être pas forcément antagoniser Charlie, mais qu'elle n'aura pas le choix d'un à cause de son contrat, et aussi pour la protéger d'elle-même. Ce qui colle quand même bien avec certains mythes présentant le personnage de Lilith, mais il y a quand même des trous. Affaire à suivre donc, passons à notre deuxième hypothèse. Si le fait que Lilith semble être un parent absent est un méchant trou pour la théorie comme quoi elle possède l'âme d'Alastor, c'est aussi un méchant argument pour notre deuxième option, Ève. Ève, la deuxième femme d'Adam, successeur de Lilith, est aussi un personnage presque absent totalement de Hazbin Hotel, mentionné en fait qu'une seule fois. Ils offrirent alors le fruit de la connaissance à Ève, la nouvelle épouse d'Adam, qu'il accepta volontiers. Elle pourrait posséder l'âme d'Alastor, ce qui est une idée qui m'a été proposée par certains de mes abonnés. Si vous vous reconnaissez, donc allez commenter la vidéo pour dire merci beaucoup. Et tous les autres, allez commenter ces commentaires avec des nice one buddy. Sans oublier de vous abonner, bien sûr. J'ai mentionné qu'elle a été chiante à tourner cette vidéo. J'aimerais vraiment qu'on atteigne les 20 000 abonnés avant la fin du mois. Mais bref, si on assume que les pouvoirs d'Alastor ne lui viennent pas forcément de son contrat et qu'il est arrivé en enfer avec ou les a trouvés d'une autre façon, peut-être que c'est justement pour ça que Ève s'est intéressée à lui. Elle lui a promis je sais pas quoi en échange de son âme qu'elle utilise pour prendre sa revanche contre Lucifer et Lilith. Pensez-y, Ève n'avait aucun libre arbitre, elle a été presque obligée à manger le fruit offert par Lucifer et Lilith. Traditionnellement, dans les mythes, elle se fait expulser du paradis après. Elle a tout perdu, elle veut probablement se venger. Et comment elle fait ça? Elle envoie Alastor aider Charlie pour créer la merde dans l'équilibre entre le paradis et l'enfer. Et si ses yeux en fait, c'était pas un symbolisme de Lilith, mais bien de Ève, qui observe Charlie en attendant une ouverture pour s'en prendre à Lilith. Jusqu'au moment où la petite Morningstar va appeler sa mère qui l'ignore et où Ève envoie Alastor pour aider Charlie avec son projet de rédemption. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, Lilith, je rappelle qu'elle se prélasse au paradis. Tu m'étonnes que les anges vont lui demander d'intervenir. C'est même ce qui se passe à la fin de la saison. Ta progéniture menace les fondations même du paradis. Si tu veux continuer à te la couler douce, tu vas aller faire un tour en bas et arrêter cette petite merdeuse. Maintenant, Lucifer, il est en dépression suite au bris de sa famille. Lilith doit retourner en enfer pour s'opposer à Charlie. Lilith quitte son paradis et Lucifer va sûrement souffrir de voir ce qui lui reste de famille s'entre-déchirer.
Tout ça parce que Alastor est venu aider Charlie. Vient ensuite Alastor qui tente de briser cette entente, on ne sait trop comment, on ne sait pas ce qu'il a non plus obtenu en échange de cette entente. Bref, pour l'hypothèse de Lilith, il y a vachement plus d'arguments que pour Eve, mais pour Eve, il y a vachement moins de trous. Affaire à suivre donc, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Alastor sera beaucoup plus puissant une fois que son entente sera brisée. À moins que justement, c'est cette entente qui lui permet d'être aussi en contrôle. Bien le bonjour, chers auditeurs. Beaucoup d'entre vous peuvent avoir de lourdes questions. Pourquoi cette absence de plus de 70 ans? Et surtout, certains peuvent être surpris que la radio existe toujours. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour rester. Et quand je me serai établi, mes ennemis souhaiteront que j'use rester loin. Le sourire du démon de la radio. On le sait tous, Alastor, il est caractérisé de 1 par sa forme de cerf, mais aussi et surtout par son sourire. Ce sourire, j'aime le voir comme une allégorie de la propagande et de la manipulation, à savoir des choses essentielles pour le milieu dans lequel évolue Alastor. C'est ce qui lui permet d'avoir l'air aussi sympathique. Un sourire est un outil très précieux, ma chère. Il inspire tes amis, fait douter tes ennemis, et te garantit que peu importe l'obstacle que tu rencontreras, ce sera toujours toi qui auras le contrôle. Il ne faut pas se fier à un sourire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière. Bon, sympathique pour un démon cannibale, faut pas abuser non plus. Tout ça, c'est quelque chose d'essentiel pour un démon qui a bâti sa puissance sur le fait de faire des deals et des ententes. Parce que je rappelle que acheter l'âme de quelqu'un, c'est aussi savoir lui vendre quelque chose. Mais pour Alastor, je pense qu'il est aussi possible que ce soit la représentation d'un mal qu'il habite depuis bien avant Azbenotel. Et pour le comprendre, il faut nous intéresser aux racines d'Alastor. Le démon est connu sous bien des noms, prend bien des formes et est toujours d'une puissance incommensurable. Des titres comme le grand exécuteur de l'enfer, le patron des tortionnaires, le génie du mal et mon petit préféré, Picasso avec un rasoir. Mais Alastor, sachez-le aussi, c'est un démon que certaines cultures associent à la créature bien de chez moi, le Wendigo. Tout mythe a une fonction et le Wendigo dans la mythologie native américaine et plus particulièrement dans la mythologie algonquienne, c'est une créature censée dissuader les gens de s'entre-dévorer en période de famine. Il est dit qu'un humain succombant au cannibalisme peut devenir un Wendigo, une créature mangeuse de chair constamment rassasiée et constamment affamé. Certaines personnes n'hésitent pas à qualifier le Wendigo de l'équivalent autochtone des loups-garous, c'est-à-dire une bête sauvage et une incarnation de la puissance inarrêtable de la faim et de la nature. Et c'est ici que ça devient bizarre. Non, d'accord, c'est devenu bizarre qu'on a commencé à parler de cannibalisme sur une chaîne de pop culture. Mais c'est ici que ça devient suspect, quand tu sais que c'est très impliqué que Alastor, il était déjà cannibale avant de mourir et qu'il est mort suite à un accident de chasse. On sait qu'Alastor déteste les chiens à cause de cet accident, mais c'est pas dit textuellement que c'est les chiens qui l'ont tué. Le X sur son front dans sa forme démoniaque, c'est peut-être l'impact de balle où il aurait été atteint. Et si traditionnellement pour tuer un Wendigo, il faut faire fondre son cœur de glace avec une flamme ardente, il y a certaines variations des mythes où ils sont, comme les loups-garous, faibles à une balle en argent. Remercions pour ça l'avènement des peuples européens dans la culture native américaine. Mais bref, on dit un accident de chasse, mais si c'était plus complexe, si c'était pas un accident, mais qui était bel et bien la cible du chasseur. Genre, Alastor a été touché en plein milieu du front par une balle perdue, c'est possible, mais c'est quand même assez gros. La théorie que je vous propose, c'est que le chasseur ayant abattu Alastor l'ait vu se transformer au fil des jours, peut-être même au fil des semaines en Wendigo, et l'aurait un jour abattu. Ce qui nous amène à la question pourquoi est-ce que de prime abord Alastor a succombé au cannibalisme? Probablement pour la même raison qu'Alastor fait quoi que ce soit, à savoir le pouvoir et le divertissement. Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu! J'ai mentionné tout à l'heure qu'Alastor vient de la Nouvelle-Orléans, là où se déroulaient des fois des rites vaudous. Et le vaudou et le houdou, c'est des cultures que je connais pas trop et dont je me suis renseigné un peu, et en me renseignant, j'ai réalisé que ça ferait des vidéos super intéressantes, mais le fait étant que oui, on a des instances de cannibalisme dans cette culture. Comme par exemple les histoires autour de la secte rouge, une secte qui vouait un culte à des divinités vaudou et où du cannibalisme en résultait. Mais aussi dans beaucoup de cultures, on associe le cannibalisme au fait de gagner le pouvoir
de la personne que l'on dévore. Et surtout, c'est pour ça que c'est un tabou aussi horrible. C'est parce que c'est une façon contre nature et dégueulasse d'amasser du pouvoir. Comme par exemple un vampire qui suce le sang de ses victimes ou encore Kirby qui fait techniquement du cannibalisme. Mais bref, laissons les licences enfantines avec de lourds secrets qui m'empêchent de dormir la nuit sur le côté et tournons-nous encore une fois vers les motivations d'Alastor. Je pense que ce cannibalisme et cette idée auraient pu être le catalyste de tout ce qui font de Alastor le démon qu'il est. Et si en réalité il était devenu un Wendigo avant de mourir et qu'en arrivant en enfer, ses tendances l'avaient suivi. C'est même pas une théorie en tant que telle ici, c'est un fait. Alastor s'est confirmé qu'il mange d'autres démons. Et en plus, quand tu sais qu'en enfer, ben, t'as le bourg des cannibales, c'est-à-dire que tu peux diviser les démons en les démons qui mangent des gens et les démons qui ne sont pas des cannibales. Genre, c'est pas aussi tabou que sur Terre, mais c'est quand même un gros no-no. Faubourg cannibale, mais c'est étonnamment agréable. Ou en tout cas assez pour que l'enfer ait besoin de les séparer du reste de la population. En arrivant en enfer, et si ces overlords qui disparaissaient étaient en fait ses victimes, des seigneurs qui l'auraient mangé pour récolter plus de puissance. Mais la malédiction du Wendigo l'aurait suivi jusqu'en bas et lui aurait fait perdre le contrôle petit à petit. Et c'est peut-être de là que vient son contrat. Son patron lui aurait rendu le contrôle sur lui-même en échange de son âme. L'ironie ici étant donc que Alastor, en quête de contrôle, a fini par perdre une bonne partie de son libre arbitre. Et maintenant, c'est un Alastor plein de pouvoir que l'on retrouve toujours cannibale, mais bien loin de la folie du Wendigo. Ce qui est ironique puisque, nous le savons en bout de ligne, il n'est toujours qu'un animal en laisse, à la merci de son propriétaire. Alors le paradis, bande de petites larves pathétiques, vous semble-t-il toujours aussi attrayant? Bien sûr que non, mais vous savez quoi? Il ne le restera pas éternellement non plus. Voyez donc ce que votre hôte Alastor a de prévu pour vous. Le démon des Morning Stars. À la fin de la série, Alastor passe une entente avec Charlie. Elle ne lui vend pas son âme, mais elle lui doit une faveur qu'elle est obligée de remplir. Mais Alastor ne peut utiliser cette faveur pour blesser quelqu'un. Ou du moins, c'est comme ça qu'on l'a compris, parce qu'en revisionnant la série, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est pas que Alastor ne peut utiliser cette faveur pour blesser quelqu'un, c'est que Charlie ne va pas blesser quelqu'un. Je te demanderai simplement qu'un petit service de rien du tout. C'est ce que font les vrais amis, non? Je refuse de faire du mal à quelqu'un pour toi. Service quand je le souhaiterai et pour lequel tu n'auras à blesser personne. Dans ma dernière vidéo sur Alastor que vous avez beaucoup appréciée, j'ai théorisé sur le fait que cette faveur, c'était en fait une demande en mariage que Charlie allait devoir accepter. Une demande en mariage purement politique qui allait mettre Alastor sur le trône de l'enfer. Et comme d'hab, je vous rappelle que dans la description se trouve la playlist complète Has Been Hotel si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement. Ouais, elle est rafraîchissante cette playlist sur Has Been Hotel. Elle était tellement pas drôle celle-là, je pense qu'elle est illégale. Donc ça, c'est l'idée générale. Mais tournons-nous vers une autre chanson d'Has Been Hotel, j'ai nommé Ready for This. Une chanson où Charlie va recruter les cannibales pour venir affronter les anges dans le final où Alastor échange des mots avec Rosie. Ils diront que Charlie ressemble à son père, autant au niveau du caractère qu'au niveau que les deux sont extrêmement puissants. Jusqu'à ce que Alastor dise, et je cite, « Elle possède tellement de potentiel que je pourrais guider. » Le tout juste après avoir passé leur entente. Et regardez sourire quand il dit, vous me direz pas qu'il n'y a pas des intentions machiavéliques. Ce qui nous amène aux intentions d'Alastor. En surface, je l'ai dit, il a deux motivations. La puissance et le divertissement. Et plus souvent qu'autrement, c'est le deuxième point le plus important. C'est qui est Alastor, à savoir quelqu'un de totalement chaotique mauvais qui vient créer le chaos, la douleur et le mal dans le seul but de se divertir. C'est ça Alastor en surface. Mais Alastor aussi, son vrai but autrement que de semer le chaos, c'est de se libérer de son contrat. Et donc, s'il voit quelque chose en Charlie, c'est sûrement dans cette optique. Le tout, sans oublier le fait qu'Alastor, il était un hôte de radio dans les années 30. Et la radio aux États-Unis, c'est connu comme le premier média grand public de diffusion d'informations et de journalisme. J'imagine que les journaux, selon cette logique, on les emmerde. Alors maintenant, il existe des émissions de radio qui ne sont pas hostées par des journalistes et on ne sait pas quel genre d'hôte de radio était Alastor, ni même à qui il s'attaquait dans sa vie de tueur en série, mais une théorie intéressante soulevée par une de mes compères Octolady dit qu'en fait Alastor c'était un tueur en série justicier, qu'il s'attaquait aux mauvaises personnes. Dans les comics écrits par Visipop, il est dit qu'Alastor déteste ceux qui ne respectent pas les gens justes, le tout avant qu'il ne s'attaque lui-même à un boucher qui s'en prenait à quelqu'un.
Théorie étant donc que Alastor était un tueur de criminels, un peu comme un Batman cannibale, voire un Dexter. Mais ça, qu'est-ce que ça implique pour notre théorie? Ben, le fait qu'un criminel, pour éviter d'aller en tôle, il faut que ça se cache, il faut maquiller ses agissements. Et donc, pour être capable de le démasquer, il faut avoir accès à un certain niveau d'information. Donc, si Alastor s'en prenait aux criminels, Alastor, que je rappelle, c'est confirmé, n'aimait pas forcément traquer ses victimes, il est plus que possible qu'il ait eu un accès quasi total à des informations les concernant. Et étant un hôte de radio dans les années 20 et 30, il est plus que possible que s'il n'était pas journaliste de profession, il a au moins touché de près ou de loin à ce milieu via des interviews, via des informations et surtout via des contacts. Ce que ça implique, c'est qu'Alastor est plus que capable de faire ce qu'un journaliste est censé faire de mieux, c'est-à-dire versus moi qui prend des informations existantes et vous les présente en les interprétant de manière subjective, un journaliste va aller chercher et créer de la nouvelles informations en interviewant du monde et en prenant des témoignages, par exemple. Bref, en menant une enquête. Et si c'est quelque chose qu'Alastor n'aimait pas forcément faire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon à le faire. Et ça, on le voit dans Svinotel, Alastor, il est très bon pour aller chercher de la nouvelle information, mais surtout pour voir qu'est-ce qui pourrait lui être utile avec cette info. Par exemple, l'information de la mort de l'ange aux mains de Carmilla lui tombe dessus par hasard et il la reconnaît directement en tant que grosse info de valeur. Et cette information, il ne va la révéler que quand ça lui est profitable. Adam a une armée indestructible d'exorcistes prête à débarquer chez moi et j'ai aucun moyen d'agir pour arranger les choses. J'ai une info qui vaut de l'or. Quel rapport avec Charlie, me direz-vous? Eh bien, si Alastor est un aussi bon détective que je pense, il est possible qu'il ait percé un secret sombre sur la petite Morningstar. Un secret qu'elle-même ignore. Quel est donc ce secret? Pour le découvrir, il va falloir s'intéresser aux parents de Charlie. Premièrement, Lucifer, le porteur de lumière, qui dans la tradition chrétienne est un des anges les plus puissants, voire l'ange le plus puissant, et est souvent associé au diable. Et là, ça se complique parce que dans Has-Been Hotel, il me semble que c'est confirmé qu'on a Satan et Lucifer en tant que deux personnalités distinctes. Mais dans les faits, c'est pas si éloigné des mythes. Lucifer n'est pas Satan. Il est associé à Satan. Nuance minime, mais qui vient faire toute la différence. Parce que dans les faits, des personnages bibliques associés à Satan, on en a 13 à la douzaine, comme par exemple Azazel ou, devinez quoi, Alastor. J'adore les textes d'apocryphes, et si vous êtes un spécialiste que je suis absolument pas, soyez sûr de nous corriger en commentaire. Mais le fait étant que Lucifer, il est quand même le roi de l'enfer, et c'est mis en avant très souvent dans la série que Charlie a hérité à la fois de sa personnalité et d'une bonne partie de son pouvoir. Aussi, Lucifer ne possède pas 2, mais bien 6 ailes, un trait que seulement les séraphins possèdent autant dans Has-Been Hotel que dans les mythes, indiquant que cette version de Lucifer fait partie de la plus haute classification d'anges connue dans cet univers, ce qui est quelque chose que les mythes ont tendance à apporter aussi, la puissance incommensurable du porteur de lumière. Mais ce que ça implique, c'est que cette puissance incommensurable, elle s'est peut-être transmise à Charlie, quelque chose que Alastor a compris. Et il va donc tenter de l'utiliser. Quel est ce pouvoir? Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers la mère de Charlie, j'ai nommé Lilith. Lilith, elle est aussi hyper puissante. Elle est devenue la reine de l'enfer après qu'elle ait été expulsée du paradis, tout ça, et elle a peut-être transmis ses pouvoirs à Charlie. Tout ça, j'ai pas besoin de le répéter. Mais le fait étant que Lilith, avant d'être une démone, c'était une humaine. Elle est la première humaine avec Adam. Et folkloriquement parlant, quand un ange se reproduit avec une humaine, ça donne rarement quelque chose de bon. Par exemple, dans le livre d'Enoch, c'est comme ça que naîtront les Néphilim, mi-humains, mi-anges, des créatures du mal, violentes et horribles, un peu comme les géants dans les mythes grecs et norrois. Ça, c'est pour une des versions, parce que d'autres mythes présentent les Néphilim comme l'équivalent des héros et des demi-dieux, des personnages qui sont, oui, mortels, mais tout aussi puissants et dangereux, tout en n'étant pas forcément des forces du mal incarnées. C'est même dans certaines versions de l'histoire une grande pièce du puzzle qui force Dieu à raser la terre à coups de déluge et Noé à construire sa fameuse arche. Pas mal, mais si Charlie était un Néphilim, c'est que les Néphilim existent dans cet univers. Et si les Néphilim existent, il y a fort à parier qu'il y en a d'autres cachés quelque part qui sont beaucoup plus faciles d'accès que la princesse de l'enfer. Et si Alastor voulait Charlie pour autre chose? Et si Charlie était autre chose? Accrochez-vous bien, parce que je pense que Charlie Morningstar pourrait être l'antéchrist.
L'Antéchrist est l'idée selon laquelle une personne ou un groupe de personnes viendrait s'opposer à Jésus et même prétendre être lui, usurpant son identité avant son retour. Charlie, de son côté, avec cette optique, elle adopte une attitude de prophète en portant les rêves et espoirs de son père et elle mène une armée de démons vers une idée de rédemption, le tout contre le paradis. Et dans la culture populaire, on représente souvent l'Antéchrist comme l'union du diable et d'une humaine. Dites-moi si ça vous rappelle pas quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il est clair que le plein potentiel de Charlie Morningstar est encore à explorer. Regardez ça, elle manifeste de nulle part le pouvoir de contre-attaquer et de riposter à l'attaque d'Adam. La même attaque qui a one-shot le bouclier surpuissant d'Alastor quelques minutes plus tôt. Ça, c'est sans parler du fait qu'elle est capable de blesser l'ange avec un trident qu'elle a elle-même invoqué. Mais t'es con ou quoi? Ça fait mal! Ici, on a deux options, sachant que les anges ne peuvent être blessés que par de l'acier angélique. Soit elle est capable de manifester de l'acier angélique, auquel cas, GG cocotte, t'es surpuissante. Soit son trident n'est pas fait d'acier angélique, mais ça veut dire qu'elle est quand même capable de blesser un ange sans ce métal divin, auquel cas, GG cocotte, t'es surpuissante. Charlie est l'Antéchrist. Charlie est un Néphilim. Dans les deux cas, elle est la représentation d'une des créatures les plus puissantes du folklore chrétien. Et maintenant, cette créature doit une faveur à Alastor. Seul problème étant, Alastor lui a promis qu'elle n'aurait pas à blesser qui que ce soit, mais pensez à ce que ça peut vouloir dire. L'avènement, soit d'un Néphilim, soit de l'Antéchrist, peu importe comment tu regardes ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le paradis. Paradis où réside Lilith. Vous ne croyez pas que le fait que Lilith soit à l'origine de la création de cette abomination va forcer le paradis à se retourner contre elle? Peut-être avec de sévères sentences. Cette partie de la théorie va résider dans le fait qu'il est plus que possible que ce soit bel et bien Lilith qui possède l'âme d'Alastor. Tout ce que Alastor a à faire, c'est d'utiliser Charlie comme arme dissuasive. Restant dans l'ombre, il va ensuite devoir trouver un moyen que les anges se retournent contre Lilith. Une Lilith réduite à néant par les anges, Alastor sera libre. Charlie ensuite, étant qui elle est, ne voudra sûrement pas s'en prendre au paradis. Tout ce qu'elle veut, c'est régler le problème en enfer. Il y a même de la place pour que le paradis n'ait plus le choix que d'accepter les demandes de l'hôtel Has-Been et de Morningstar. Tout ça pourrait tomber en ruine si Lilith s'en rend compte. Alastor doit être très prudent dans ses agissements et s'assurer que Lilith ne se rende jamais compte que Charlie lui doit une faveur. Et même dans le cas où Lilith ne possède pas l'âme d'Alastor, ce que je vous rappelle est très improbable selon nos théories, Alastor il a quand même dans sa poche un des êtres les plus puissants de la création, je pense pas que ça puisse lui faire de mal. Alors Charlie l'Antéchrist, Charlie un Néphilim, je vous laisse en débattre en commentaire. Pour le moment, le manque d'informations nous pousse simplement à nous demander ce qu'il en est. Mais une chose est sûre, nous n'avons pas vu le plein potentiel de la princesse de l'enfer qui, à défaut d'amener les pécheurs vers la rédemption, pourrait être la plus grande menace qui pèse au-dessus de leur tête. Chers auditeurs, notre émission de ce soir tire à sa fin, mais ne vous en faites pas, nous nous reverrons très bientôt. Sur ce, mes amis, c'était 4 théories sur un personnage d'Alastor. J'espère qu'elles vous auront plu autant que la dernière vidéo sur ce fascinant personnage. Comme d'habitude, je vous rappelle que vos théories sont plus que bienvenues en commentaire, ainsi que de potentiels debunks ou arguments affaiblissant ou renforçant les miennes. Et si vous regardez cette vidéo quelques mois, voire quelques années après sa sortie, soyez sûr de revenir en commentaire pour nous dire quelles théories sont vraies et quelles théories sont fausses. Que dire sur Has-Been Hotel si ce n'est que c'est une série pleine de mystères, j'ai très hâte de débattre avec vous et je vous attends avec plaisir. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour voir plus d'Has-Been Hotel. Dites-nous en commentaire de quel autre sujet on devrait traiter. Tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage ainsi que nous suivre sur Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.